Alors, après le cadre institutionnel, on va voir dans un chapitre 2 le cadre normatif, le droit matériel, c'est-à-dire les obligations des États dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. Alors, matériellement, les compétences du GATT étaient limitées à la seule réglementation des échanges des biens visibles, c'est-à-dire les marchandises. L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 n'a veillé à réglementer que les échanges des marchandises. Actuellement, c'est-à-dire dans le cadre de l'OMC, la compétence de celle-ci s'étend également au commerce des invisibles, c'est-à-dire les services, ainsi qu'aux aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Alors, le commerce international des marchandises. Nous aurons deux sections. Une section sur le commerce international des marchandises, puis le commerce international des services. Les auteurs du projet de la charte de La Havane et de l'accord général ont opté pour une approche essentiellement horizontale pour la réglementation du commerce international des marchandises. Ils ont envisagé ce secteur comme un tout qui nécessite la mise en œuvre d'un régime juridique uniforme, global. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'établir des principes et des règles qui s'appliquent dans tous les secteurs des échanges commerciaux. Par exemple, le principe de la non-discrimination. C'est un principe général qui s'applique dans tous les secteurs de l'économie. C'est la même chose pour, par exemple, la pratique du dumping. Elle est combattue dans tous les secteurs. C'est la même chose pour les subventions publiques à l'exportation. Il concerne tous les produits. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche horizontale. En principe, les fondateurs de l'OMC n'ont pas dérogé à cette règle. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur cette même règle. Ils se sont efforcés de garder une certaine unité de droit international applicable aux échanges portant sur tous les biens visibles. Toutefois, ceci ne les a pas empêchés de reconnaître la spécificité de certains secteurs, et parmi lesquels on trouve principalement trois secteurs. D'abord, le commerce des produits agricoles, qui a été exclu du domaine de l'accord général, puis le secteur des textiles qui est inclus. Les produits textiles, ce sont des produits manufacturés. Mais vu les conditions dans lesquelles se sont développés les échanges concernant ces produits, ils ont été exclus pratiquement de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Alors, dans les négociations de l'Uruguay Round, les pays en voie de développement ont imposé la négociation d'un accord qui fait intégrer le commerce des produits textiles dans le cadre des principes et des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est ce qui a été fait, puisqu'un accord a été conclu, un accord temporaire qui a été conclu et a produit ses effets jusqu'à 2005. Puis il est disparu. C'est un accord sectoriel. C'est la même chose aussi pour les investissements liés au commerce. C'est un accord sectoriel. C'est la même chose pour les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. C'est un accord sectoriel. Et tous les accords qui restent, ce sont des accords qui entrent dans le cadre de l'approche globale ou horizontale. Alors, l'approche horizontale. L'adoption de cette approche apparaît nettement aussi bien à travers l'accord général de 1947 que du système de l'OMC. Le droit matériel commun, c'est-à-dire les obligations des États, en vigueur est constitué par le GATT de 1994 et certains autres accords multilatéraux qui figurent à l'annexe 1A de l'acte final de Marrakech. On peut
donner des exemples. Par exemple, l'accord sur les subventions publiques, l'accord sur la pratique du dumping, l'accord sur les obstacles techniques au commerce, l'accord sur les licences d'importation et plusieurs autres accords. Alors, l'uniformité du système juridique du commerce multilatéral apparaît bien à travers l'insistance sur le respect, premièrement, d'un principe cardinal, c'est-à-dire le principe de la non-discrimination. Voilà le premier volet de l'approche globale ou horizontale, c'est le respect du principe de la non-discrimination. Le deuxième volet, c'est l'abaissement général et progressif des droits de douane. Puis, le troisième volet, c'est la lutte systématique. La lutte systématique contre toutes les formes des obstacles non tarifaires. Et comme on va le voir par la suite, les obstacles non tarifaires, on ne peut pas les compter. Ils sont très nombreux. Aux échanges et l'imposition de conditions strictes et précises pour tout recours aux mesures d'exception. Nous avons les principes. Par exemple, le principe de la clause de la nation la plus favorisée. Ce principe, il est général. Mais il connaît certaines exceptions par le biais d'autres articles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Par exemple, les préférences tarifaires générales accordées aux pays en voie de développement. Par exemple, l'institution des groupements économiques régionaux, soit sous forme d'union douanière, soit sous forme de zone de libre-échange, etc. Et les exceptions générales ou les exceptions liées à la sécurité, comme on va les voir par la suite. Et bien sûr, il y a la clause de sauvegarde. Le principe de la non-discrimination. La non-discrimination ou l'égalité entre les pays constitue l'une des règles matérielles essentielles sur lesquelles repose l'accord général de 1947 et le système de l'OMC. Sa consécration représente une réaction naturelle et nécessaire contre les pratiques discriminatoires et déloyales qui ont sévi dans les transactions commerciales entre les deux guerres. Au terme des dispositions de l'accord général, la non-discrimination dans les relations commerciales se concrétise par l'application de deux règles principales et complémentaires. L'une complète l'autre. L'égalité de traitement entre les produits étrangers à l'importation, l'égalité de traitement entre les produits étrangers à l'importation, ce qui se concrétise par le principe de la clause de la nation la plus favorisée, et l'égalité de traitement entre les produits étrangers et les produits locaux ou les produits nationaux sur le marché national, ce qui se concrétise par le principe de traitement national. Alors, la clause de la nation la plus favorisée. La clause ou le traitement de la nation la plus favorisée est apparue sous diverses formes dans des traités de commerce bilatéraux depuis longtemps. Et il a été pratiqué surtout au cours du XIXe siècle entre les pays développés. Sans inscription à l'article 1er du GATT de 1947, on fait désormais la règle d'or du commerce international. Son champ d'application s'applique aux domaines suivants, c'est-à-dire la clause de la nation la plus favorisée s'applique dans certains domaines, par exemple la réduction des droits de douane ou les impositions de toute nature perçues à l'importation ou à l'exportation. Les droits qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits ou impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations. Les questions relatives à la fiscalité intérieure sur les produits importés et relatives à la commercialisation sur ces produits, ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article 3. Les questions relatives à la fiscalité intérieure. La fiscalité intérieure, par exemple, un pays peut décider, dans le cadre des négociations,
de réduire la taxe sur la valeur ajoutée ou les assises, c'est-à-dire la taxe sur les consommations, à l'égard des produits importés d'un autre pays. Cette faveur ou cet avantage sera automatiquement accordé aux autres pays. Alors, la clause de la nation la plus favorisée s'applique donc d'une manière multilatérale, c'est-à-dire entre tous les pays signataires de l'accord général. Si deux membres du GATT OMC s'accordent mutuellement des avantages ou des faveurs supérieurs à ceux déjà négociés dans le passé et figurant dans les listes annexées à l'accord général, ces avantages ou faveurs doivent être étendus à l'ensemble des autres pays membres. Ensuite, les auteurs du GATT de 47 puis de l'OMC ont opté pour la clause de la nation la plus favorisée inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire inconditionnel? Si par exemple les États-Unis d'Amérique et la communauté européenne s'entendent entre eux pour réduire les droits de douane relatifs à un produit déterminé. Les autres pays, cette réduction, elle est réciproque entre les deux négociateurs, mais pour les autres pays, ils ne donnent aucune contrepartie pour bénéficier de cette réduction. C'est pour cela qu'il s'appelle une clause de la nation la plus favorisée inconditionnelle. C'est-à-dire que les pays qui bénéficient de cette réduction ne donnent ou n'accordent aucun bénéfice aux deux négociateurs. Mais généralement, la clause de la nation la plus favorisée est appliquée entre les pays développés et les pays en voie de développement. Mais entre les pays développés, c'est toujours, il y a le principe de la réciprocité qui prévaut. Mais comme on va le voir ultérieurement, l'application de la clause de la nation la plus favorisée souffre de certaines exceptions, comme nous l'avons dit, notamment celles relatives aux unions douanières. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire les unions douanières. Les dérogations, article 25, paragraphe 5, au système de préférences tarifaires généralisées bénéficiant aux pays en voie de développement. À côté de la clause de la nation la plus favorisée, on trouve la clause du traitement national, c'est-à-dire qui vise à combattre la discrimination entre les produits importés et les produits locaux. Expression du principe de non-discrimination, la clause du traitement national constitue un prolongement et un complément de la clause de la nation la plus favorisée. On ne peut imaginer l'existence de l'une sans l'autre. Les deux clauses se complètent et se renforcent mutuellement. La clause du traitement national constitue ainsi tout naturellement la seconde clé de voûte du système de l'OMC. Au terme de l'article 3 du GATT de 1994, les membres sont tenus d'appliquer à tous les produits importés le traitement national, aussi bien en matière d'imposition, c'est-à-dire les impôts appliqués, qu'en matière de réglementation intérieure, c'est-à-dire toutes les lois, les règlements, les pratiques qui sont en vigueur dans le domaine des relations commerciales à l'intérieur de l'État s'appliquent de la même manière sur les produits importés et sur les produits nationaux. Alors, voilà pour le principe de la non-discrimination. Alors, le deuxième volet, c'est l'abaissement général et progressif des droits de douane. L'abaissement général et progressif des droits de douane. Les droits de douane sont la modalité la plus ancienne du protectionnisme, en raison de leur caractère de recette fiscale. Le droit qui est perçu sur l'importation ou l'exportation d'une marchandise peut se présenter sous deux formes différentes. Un tarif ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage, 20% du prix d'une voiture par exemple, ou un tarif spécifique, c'est-à-dire un droit fixe par unité de biens importé ou exporté. Il est libellé au menu du pays importateur ou exportateur, par exemple 1 dirham par tonne, par litre, par mètre, etc. Dans les deux cas, l'effet est le même. Le prix de la marchandise importée
est renchérie sur le territoire national et les produits nationaux seront favorisés. La concurrence des importations devient moins forte. Si les parties contractantes du GATT ont reconnu expressément que les droits de douane constituent un obstacle, c'est-à-dire l'article 28 bis, l'article 28 bis de l'accord général reconnaît que expressément, il reconnaît expressément que les droits de douane constituent un obstacle réel aux échanges commerciaux. Mais les parties n'ont pas osé à les interdire d'une manière catégorique, comme ils ont interdit les restrictions quantitatives sur la base de l'article 11. Ils ont interdit le recours à des restrictions quantitatives, mais ils n'ont pas interdit l'application des droits de douane dans les échanges commerciaux. Au contraire, le caractère licite de ces droits se trouve exprimé par l'accord général lui-même, c'est-à-dire l'article 11 de l'accord. Mais en contrepartie, le GATT envisage la réduction progressive de ces droits. Mais en contrepartie, le GATT envisage la réduction progressive de ces droits, étant donné l'importance que ceci représente pour l'expansion du commerce international, toujours sur la base de l'article 28 bis. Aussi, pour éviter que les droits ainsi diminués ne soient relevés à tout temps et d'une manière unilatérale, l'accord général a imposé le respect du principe de la consolidation des concessions pendant une certaine durée. Ces deux opérations, c'est-à-dire les négociations commerciales pour réduire les droits de douane et la consolidation des droits réduits, ont effectivement connu une réussite incontestable durant le fonctionnement de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, c'est-à-dire de 1948 jusqu'à 1995. Une réduction substantielle des droits de douane. Comme nous l'avons vu précédemment, 8 rounds de négociations commerciales multilatérales ont été organisés dans le cadre du GATT de 1947. Nous l'avons vu l'autre fois. L'un des objectifs de ce round a été de parvenir sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et d'autres impositions perçues à l'importation et à l'exportation. C'est-à-dire le paragraphe 1 de l'article 28 bis. En effet, si la moyenne des droits de douane à être valorée s'établissait aux alentours de 40%, la moyenne générale s'établissait aux alentours de 40% en 1947, celle-ci n'est devenue pour les produits manufacturés que d'environ 3,8. 3,8 au début de 1999, c'est-à-dire après la mise en œuvre des réductions décidées au cours du cycle de l'Uruguay. Appliquons la technique classique de réduction comme nous l'avons vu précédemment, produit par produit et pays par pays. Les 5 premières conférences ont abouti à des résultats non négligeables dans l'ensemble. La première conférence, c'est-à-dire la conférence de 1947, a débouché sur une réduction importante de 35% en moyenne. Si la conférence d'Annecy a été distinguée par le nombre important des adhésions au GATT, 30 nouveaux partis, le taux moyen des baisses paritaires n'a pas dépassé 8%. Durant les négociations du Turquoise, ils ont atteint 25%. Mais pour les deux dernières sessions, c'est-à-dire la 4e et la 5e, ils n'ont pas dépassé 6,5% dans chacun des deux rounds. Le Kennedy Round a renoué avec le succès puisque la réduction moyenne a été de 35% pour les produits industriels et 20% pour certains produits agricoles. Sur une période de 5 ans, bien sûr, échelonnée sur une période de 5 ans, bien sûr, 68-72. Toutefois, on ne doit pas oublier que les résultats de ce round n'ont pas été accueillis avec satisfaction par les pays. On voit
de développement. Parce que les négociations se déroulent généralement entre les grands pays producteurs, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la communauté européenne, le Japon, le Canada et plus ou moins l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les exportations de ces derniers se composent dans leur grande majorité de produits agricoles et tropicaux ou de produits textiles ou de cuir. Or, ces produits sont restés à la marge des négociations et leurs tarifs douaniers n'ont connu aucune baisse. À l'instar de Kennedy Round, le Tokyo Round a connu un large succès douanier. Si l'on raisonne sur la moyenne pondérée des droits pour les produits industriels, on a passé de 7,2% à 4,9%, soit une réduction de 33% avec une diminution sensible des pics tarifaires. Avec l'ouverture de l'Uruguay Round, la réduction des droits de douane ne représentait plus un enjeu primordial. Les droits de douane ne restent plus un obstacle redoutable aux échanges commerciaux. Les tarifs douaniers ne constituaient plus un obstacle significatif au commerce international. Mais cela ne veut pas dire que le volet tarifaire a été négligé au cours de ces négociations. Pratiquement, la réduction moyenne a été de 40%, ce qui ramène la moyenne des droits de 6,5 à 3,9%. Alors, vous pouvez constater qu'en 1948, la moyenne générale des droits de douane a été de 40%. Après les négociations durant les 8 rounds, elle est devenue de 3,9, de 3,8% en général. Aussi, la proportion des produits industriels qui entrent sur les marchés en franchise est passée de 20 à 40%. C'est-à-dire que 40% des produits échangés ne payent aucun tarif douanier. Ils entrent en franchise, mais bien sûr entre les pays développés. Alors on arrive au deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de la consolidation. À la fin de chaque négociation commerciale multilatérale, les participants déposent des listes qui récapitulent les offres faites par eux en matière de réduction tarifaire. Ces listes de concessions ne peuvent être considérées comme des actes unilatéraux que sur le plan formel. Une fois qu'ils sont annexés à l'accord général, ils deviennent une partie intégrante de l'accord général, c'est-à-dire qu'ils deviennent obligatoires pour les parties qui y ont établi ces listes. En conséquence, chaque État membre est tenu de respecter les engagements contenus dans la liste de concessions. On dit alors que ces droits sont consolidés. Ce régime juridique des concessions consolidées est prévu dans l'article 2 du GATT. En effet, le paragraphe 1A de cet article stipule ou dispose « Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes en matière commerciale un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante qui est jointe au présent accord. » C'est-à-dire que l'État qui s'est engagé d'appliquer un droit de douane et qui est inscrit sur sa liste insérée à l'accord général doit appliquer ce taux tel qu'il est. Il ne doit pas l'augmenter. Néanmoins, le principe de respect des tarifs consolidés ne fait pas obstacle à une partie contractante de prendre des mesures commerciales unilatérales, notamment une imposition équivalente à une taxe intérieure, frappant en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 3 un produit national similaire. Si par exemple un pays décide d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée des produits nationaux,
cette augmentation sera appliquée aussi pour les produits importés. C'est la même chose pour les assises ou les taxes sur la consommation. Un droit anti-dumping ou compensateur en conformité avec l'article 6. Si par exemple un État constate qu'une entreprise étrangère écoule ses produits sur son marché à un prix inférieur au prix normal de ce produit, il peut lui appliquer une taxe anti-dumping qui neutralise l'effet de cette pratique. Il a le droit d'appliquer une taxe en plus du droit de douane appliqué. En plus du droit de douane appliqué. C'est la même chose aussi en ce qui concerne les subventions publiques pratiquées par les autorités publiques. Des redevances ou autres droits proportionnels au coût des services rendus. Si l'administration douanière rend un service à un importateur, il doit payer une contrepartie. Cette contrepartie est perçue en plus des droits de douane. En plus, quoi que non envisagé par le paragraphe 2 de l'article 2, le pays importateur sera en droit, pourvu qu'il se conforme aux obligations, bien sûr, de l'accord général en l'objet. Il sera en droit d'imposer une surtaxe douanière pour faire face à des difficultés de sa balance des paiements, sur la base de l'article 12 de l'accord général. C'est l'une des exceptions essentielles à l'article 2 de l'accord général. Comme il peut également bénéficier d'une dérogation en bonne et due forme au titre de l'article 25, paragraphe 7. Enfin, la déconsolidation peut intervenir légalement dans deux hypothèses distinctes. Celle de l'article 24 relatif aux unions douanières et celle de l'article 28 qui concerne justement la modification des listes. S'agissant du premier cas, c'est-à-dire l'article 24, l'établissement d'un tarif extérieur commun implique nécessairement pour les membres de l'union douanière des abaissements et des relèvements des tarifs douaniers. Or, comme on vient de le dire, la majoration d'un droit précédemment consolidé est contraire aux règles du GATT, notamment au principe de l'équilibre des avantages et de la consolidation des concessions, et peut ainsi porter préjudice aux intérêts des autres pays membres, d'où la procédure de renégociation. La procédure de renégociation prévue par le paragraphe 6 de l'article 24, au terme de laquelle les relèvements des droits doivent faire l'objet d'une nouvelle négociation avec les pays intéressés qui ne sont pas membres de l'Union douanière. Cette procédure de renégociation a essentiellement une fonction compensatrice. Pour ce qui est de l'article 28, il prévoit une possibilité de renégociation dans 3 cas. L'article 28 prévoit la possibilité de renégocier les droits de douane dans 3 cas. Les renégociations qui peuvent être conduites normalement après l'expiration d'une période de 3 ans. Après l'expiration d'une période de 3 ans de consolidation, chaque État peut relever le droit de douane appliqué à un produit donné, mais après engagement de négociation avec les parties intéressées. Alors, c'est le paragraphe 1. Les renégociations peuvent être aussi ouvertes dans des circonstances spéciales après autorisation des parties contractantes. Si, par exemple, une partie connaît des difficultés économiques, il peut demander aux parties contractantes de l'autoriser d'augmenter ses droits de douane, par exemple, comme actuellement, par exemple, le Liban. Le Liban vit une situation économique dramatique.
Dans ce cas, il peut autoriser, puisqu'il est membre de l'Organisation mondiale du commerce, il peut demander à l'organisation de l'autoriser à augmenter les droits de douane appliqués aux produits étrangers. Et il y a la troisième possibilité, c'est le paragraphe 5 de l'article 28. Les renégociations qui peuvent être engagées à la suite de la formulation d'une réserve. Lors de l'établissement de sa liste de concessions tarifaires, l'État peut introduire une réserve. Une réserve. Cette réserve, si la réserve peut être libérée si un secteur de mon économie connaît une désorganisation à cause des importations d'un produit sur lesquels j'ai réduit les droits de douane, je serai en droit de l'augmenter une nouvelle fois. Alors, la renégociation dans ces trois cas, comme celle de l'article 24, paragraphe 6, a pour objectif de retrouver une équivalence des concessions, et ceci à un niveau non moins favorable que celui prévalant antérieurement aux modifications. Le paragraphe 2 de l'article 28 souligne à cet égard qu'au cours de ces négociations, les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir les concessions octroyées sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels à un niveau non moins favorable que celui qui résultait du présent accord avant les négociations. Ainsi, le retour en arrière, du moins sur le plan théorique, est exclu. Alors, si l'article 2 du GATT reconnaît aux parties contractantes de présenter des listes de concessions tarifaires, il leur a laissé l'entière liberté de choisir le nombre et la nature des produits dont les tarifs devront être consolidés. C'est pour cette raison que la consolidation s'est développée progressivement et s'est axée principalement sur les produits manufacturés.